Parcours universitaire, ça s'est arrêté au certificat d'études primaires, puisque après j'ai fait plein de petits boulots qui ne sont pas à mettre dans le manuel d'ailleurs. J'ai fait ferrailleur avec les gitans, j'ai fait laveur de carreaux, j'ai fait des tas de boulots, et ensuite, comme j'avais un cahier assez lourd en matière, je dirais, d'antériorité, quand je suis allé passer mes 3 jours à l'armée, ils ont considéré que c'était mieux de me mettre dans un régiment disciplinaire, parce que finalement, ça me permettait de rencontrer des tas de gens que je ne connaissais pas. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la moitié de sursitaires et la moitié de voyous. J'ai eu la chance, pendant une permission, de donner un coup de main à un copain pour faire des antennes de télé. Et c'est comme ça que je suis parti artisan antenne de télévision. Tout bêtement. Ouais, c'était pas mal. Mon premier patron était l'ancien champion du monde des poids coqs, Théo Medina, le champion du monde des poids coqs à l'époque, qui malheureusement est mort dans sa camionnette parce que bon, mélanger un peu de drogue et d'alcool, ça fait pas toujours bon ménage. Oh non, c'est une histoire de copains. Étant gamin, on est arrivé d'Italie, on était tous dans le même quartier. Et la spécialité d'un Italien, une fois qu'il a fini la maçonnerie, c'est de monter un restaurant. Donc j'ai monté une pizza il y a une vingtaine d'années, avec un type qui est mort d'ailleurs, qui était José. Il a voulu monter un restaurant, on a monté ce restaurant ensemble. J'ai jamais gagné d'argent avec de la restauration, mais bon, symboliquement, on était ensemble. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé associé avec le joueur de football que vous connaissez certainement, Marco Verratti. Les gens, quand ils vendaient des téléviseurs à l'époque, il fallait que ça marche. Et à 80%, les gens n'étaient pas équipés en antenne, donc il fallait les équiper. On était devenus les leaders quasiment en Ile-de-France de la pose d'antenne. On arrivait à faire à l'époque, c'était au moment où ils ont commencé à instaurer la 3e chaîne couleur. Et à l'époque, on faisait une moyenne d'une vingtaine d'installations par jour. On montait sur les toits, les mesures de sécurité, voilà, c'était surtout des baskets pour pas que ça tombe, pour pas que ça glisse, mais bon, on a fait des antennes, on sautait de toit en toit, enfin, bon, on était des vrais acrobates. En 1978, je prenais mon café tous les matins avec un copain qui est décédé d'ailleurs, qui était un fourreur, et qui m'a cassé la tête pendant 15 jours, je me souviendrai toujours, en me disant « fais-moi mon alarme, fais-moi mon alarme, fais-moi mon alarme ». Du coup, j'ai convoqué le représentant de chez Porte-Enseigne, puisqu'à l'époque, les marques d'antenne, c'était Porte-Enseigne, et j'ai vu débarquer Jacques Brel dans l'emmerdeur. Le représentant du style la gourmette, le chien qui clignote, enfin, tout le truc. Et alors le type me fait la démonstration pour faire une alarme. Il me dit, ouais, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je dis, ouais, c'est pas mal. Et j'ai dit, on vend ça quoi, 1700 balles. À l'époque, c'était des francs. Il me dit, mais Slider, t'es malade. Tu veux être sérieux, il faut vendre ça 4000 balles. Je dis quoi, moi je m'emmerde, monter des antennes pour 250, 300 balles sur les toits, et l'autre il est en train de me raconter qu'en faisant une installation, il va prendre 4000 pour 500 balles de marchandises. Pas de problème. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'alarme. On peut considérer qu'on était les fauchons de la sécurité. C'est-à-dire que c'est tout juste si à la limite, vous téléphoniez, vous dites voilà, je voudrais un système, vous dites monsieur, attendez, vous avez quel budget, on va voir si on peut venir. Enfin, c'était vraiment. Et l'histoire, elle commence d'une histoire absolument fantastique, c'est que dans les années 80, début des années 80, j'ai mon chiffre d'affaires qui fait ça, donc qui dit chiffre d'affaires qui fait ça, manque de BFR, quand vous êtes entrepreneur. On a besoin de fonds de roulement. Et je devais à peu près 1,5 million à l'époque à Porte-Enseigne, à Philips. Et il y avait 2 solutions. Soit il me faisait déposer le bilan, à l'époque, mais chez Snider ça n'existe pas, ou soit on trouvait un accord. Et je suis allé voir donc
le patron de la compagnie Général Philips, qui était à Montaigne, s'appelait Yves Tourelle, et je lui dis je vous dois ça, donc on va faire un deal ensemble. Le mec me dit attends, t'es gentil, mais bon. Vous allez m'augmenter de 30 ou 40% mes factures d'achat tous les mois pendant 2 ans, et je vous rembourserai. Mais à une condition, c'est que vous fassiez un mailing sur toute votre population relationnelle qui est à la compagnie française Philips de disques. Et comme ça, vous nous amenez des clients, et en contrepartie, on achète tout le matériel chez vous. Le mec me dit, on va faire un essai. Et l'essai s'est transformé de façon absolument exceptionnelle parce qu'on avait 5000 clients raccordés. À l'époque, c'était énorme. Je veux dire, aujourd'hui, un mec qui a 3000 raccordés, il est déjà content. Nous, à l'époque, en 90, quand j'ai cédé 64% du capital à la compagnie Général, on avait 5000 clients raccordés. Et c'était que du haut de gamme. Georges Brassens, Juliette Gréco, c'était nos clients. À l'époque, il y avait un syndicat professionnel qui réunissait une vingtaine d'entreprises, les plus grosses, il y avait Fichet Bosch, il y avait Cipli, il y avait CG Alstom, enfin, et qui finalement avait complètement bloqué le marché. C'est-à-dire que si vous voulez, pour avoir l'agrément pour faire une installation d'alarme pour une boutique ou quoi que ce soit, il fallait obligatoirement être habilité. Mais comme il fallait 2 ans d'expérience, donc vous ne pouviez jamais avoir 2 ans, enfin c'était un truc. Donc finalement, mon fournisseur, je dis qu'est-ce que c'est que ce marché, ce bazar, j'avais 26-27 ans, je dis qu'est-ce que c'est que ce bazar, il m'a dit oui, ils bloquent tout, moi j'ai monté une association, mais bon, je suis constructeur de matériel, c'est un peu chiant, les gens ne prennent pas au sérieux, ils pensent plutôt que je vende ma marchandise. Il me dit écoute, puisque c'est ça, prends l'association. Donc j'ai pris l'association, et c'est comme ça que j'ai été le créateur du premier syndicat national des installateurs d'alarme, parce que j'ai réuni tout le monde autour de la table. Comme j'y connaissais rien, ils parlaient de statuts, je leur disais c'est des statuts en bois, des statuts machin. Et après j'ai réalisé que c'était des papiers. Bon, je me suis marré. Et finalement, je les ai menacés. Je suis allé voir la Fédération nationale pour l'équipement électrique. Je suis allé les voir en leur disant nous, on est une association spécialisée dans la protection électronique contre le vol, donc peut-être on peut vous aider auprès de vos adhérents pour les promouvoir dans d'autres activités. Le mec de la FN2E était vachement content, il s'est dit putain, j'ai un truc, j'ai du béton armé. Et finalement, j'ai été menacé notre syndicat en disant voilà, vous avez 4000 entreprises en France qui font de l'électricité. Demain, ils auront au cul de leur camionnette, ils ont tous 3 ou 4 camionnettes. Demain, au cul de leur camionnette, on va mettre un gros canif à l'arme comme ça. Et vous essaierez d'expliquer, vous, que vous êtes les seuls leaders à pouvoir faire de ça. Tout le monde a été pris de panique, j'ai fait ça au bluff, et finalement j'ai été le créateur du syndicat, dont je suis président toujours d'honneur, du syndicat national des installateurs d'alarme, dans lequel on a fait toute la réglementation au fil des années. Dans les années 70, quand on allait voir un banquier, on discutait d'homme à homme, le type avait confiance ou pas confiance, il donnait son avis par rapport à leur fameuse commission de réflexion, et puis ça suivait ou ça suivait pas. Moi je me souviens avoir eu des difficultés financières dans les années 76-77, dû au fait que, si vous voulez, le chiffre d'affaires a augmenté fortement. J'avais un découvert consenti à l'époque de 120 000 francs. Le banquier, à la parole, m'a dit écoutez, vous remboursez 5 000 francs par mois pendant 2 ans, et puis on aura réglé le truc. C'était des accords que vous pouviez trouver comme ça. Aujourd'hui, le mec qui est à moins 5 000, c'est bloqué, terminé. C'est pas du tout la même relation. Je crois qu'il est plus difficile aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur seul, de réussir tel que moi j'ai pu le faire dans les années 70. Parce qu'il y avait une relation humaine qui était totalement différente. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas avec un fonds d'investissement, vous passez plus de temps à gérer ce genre de choses que de faire le business proprement dit. Sur la sécurité électronique, quand j'ai vendu mes boîtes à la Compagnie Générale des Eaux et dans lequel j'ai fait rentrer un fonds à l'époque, on a fait 16 acquisitions. Un patron tout seul, s'il n'a pas un fonds derrière lui pour le faire, il ne le fait pas. Ils sont capables de vous accompagner pour vous guider. Ils sont capables aussi de vous trouver les fonds bancaires,
alors que vous allez faire 50 démarches, vous n'y arriverez pas. Ça, j'ai bien compris. Mais ne leur demandez pas de gérer une entreprise. À chaque fois qu'il y a un mec qui était patron d'un fonds et qui se met à son compte, il plie la boîte. Donc c'est tranquille. Mais les fonds d'investissement, ça a un avantage, c'est que si vous voulez, je le vois dans le cadre de la propreté, voire même dans la sécurité, vous voulez racheter une boîte qui fait 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous voulez un prêt de 3 millions, 4 millions, leur tissu relationnel, leur surface financière fait que vous ne vous compliquez pas la tête. En 1990, quand j'ai vendu, j'avais une boîte qui faisait à peu près l'équivalent en euros de 10 millions d'euros, on gagnait à peu près 10%. On avait à l'époque l'équivalent de 500-600 000 euros de cash. Pas besoin de vendre. Si vous prenez un entrepreneur normal, il achète la maison, il achète le pavillon, la femme de ménage est englobée dedans, il fait des frais généreux et il est content. Ben moi, non, moi je m'emmerdais. J'étais à saturation, je m'emmerdais. Et le fait d'être rentré à la Compagnie Générale des Eaux à l'époque, c'était de rencontrer de nouvelles gens, c'était de faire des nouvelles rencontres. Et puis l'histoire du syndicat a été une belle opportunité, parce que si vous voulez, le syndicat, ça a été quand même l'endroit où finalement j'ai pu rencontrer des tas de gens. On a créé quand même le syndicat européen, qui est le RALA. Enfin bon, on a fait quand même pas mal de boulot. Il y a une évolution technologique qui est en train d'arriver très forte, avec la reconnaissance faciale d'une part, les caméras thermiques, et je veux dire, ça va évoluer dans les 2-3 ans à venir d'une façon absolument extraordinaire. C'est-à-dire que si vous voulez, avec une caméra thermique, vous n'aurez plus besoin de contrôle d'accès, vous n'aurez plus besoin de détection d'intrusion, et vous n'aurez plus besoin de détecteur d'incendie. Celui qui veut faire des métiers de service, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, trouvez-moi un plombier le matin. Impossible. D'accord? Je me souviens, quand j'étais bon, moi j'étais en pension de 3 ans et demi à 11 ans et demi dans le trou du cul du monde en Normandie, dans une épicerie buvette, terrain de boules et restaurant et poivrade. Et j'étais mort de rire parce que la vieille, quand elle était bourrée, elle me disait « Oh, ils veulent tous être toubés, mais ou ingénieurs, mais on aura besoin de plombiers. » J'avais 10 piges. Hein. Aujourd'hui, regardez le problème. En matière de service, il n'y a rien qui se crée. Les sociétés de propreté, il y a 20 ans, gagnaient très peu d'argent, parce que liés avec les conflits sociaux, enfin, sociétés de propreté, il y a 20 ans, 25 ans, ils gagnaient très peu d'argent. S'ils avaient 1 ou 2% de résultats nets d'exploitation, c'était le maximum. Aujourd'hui, on est à 10 ou 15, parce qu'il n'y a personne. Il y a 20 ans, 25 ans, il y avait dans les petits quartiers de Paris des épiciers, tout le hasard. Probablement, il n'y en a plus. Et puis d'un seul coup, paf, les Franprix, les Carrefour, qu'est-ce qu'ils font? Ils remplacent l'épicier que vous aviez avant. Donc c'est encore une notion de service. Vous voyez, ils sont ouverts du matin à 8h jusqu'au soir à 20h. Alors qu'on ne pouvait pas imaginer ça dans les années 80 avec, je dirais, la vague socialo... c'est pas sans faire de politique, mais c'était l'esprit. Donc aujourd'hui, nous sommes en manque, mais réellement en manque, de toutes les prestations de service.